Heureux de vous accueillir pour cette nouvelle édition des rencontres économiques du Valois. Ici au domaine de Montigny, c'est un lieu que vous ne connaissez peut-être pas forcément tous et je crois qu'il gagne à être connu. C'est un très bel endroit, à 2 km de Crépy-en-Valois, ici un petit peu au centre de notre territoire, le Valois. Alors, vous vous dites peut-être que c'est un peu étrange de vouloir parler d'économie ici ce soir. Et moi je trouve que finalement il n'y a pas de mauvais endroit ou de mauvaise échelle pour parler d'économie. Et je pense même qu'on ne parle pas suffisamment d'économie. Voilà, parce que finalement nous sommes tous, nous, chefs d'entreprise, élus, membres de la société civile, consommateurs, nous sommes tous des acteurs économiques. Et nos organisations, finalement, quelles qu'elles soient, elles sont engagées, elles évoluent dans un contexte économique qui est en perpétuelle mutation. Voilà. Alors, nous avons connu depuis maintenant une quinzaine d'années une succession de crises, parfois très violentes. 2008, c'est la crise financière, avec ensuite la crise des dettes souveraines en Europe, puis cette incroyable crise sanitaire avec l'épidémie de Covid-19 en 2020 qui a quasiment mis à l'arrêt le monde entier. Et s'en est suivi cette guerre invraisemblable de M. Poutine sur le continent européen et la crise énergétique qui s'en est bien évidemment suivie. Alors, quid de la suite ? Et c'est la question qu'on a voulu poser pour ces rencontres économiques. Est-ce que finalement, après toutes ces crises, on assiste à l'avènement, je dirais, d'un nouveau monde? C'est une expression qu'on entend beaucoup maintenant, qui est à la mode, même en politique, on parle de nouveau monde, même si parfois il ressemble un peu à l'ancien. Mais disons que ce n'est pas le sujet de ce soir. Le sujet finalement qui nous intéresse, c'est de connaître comment nous tous, individuellement et collectivement, nous nous adaptons à ces différents changements, ceux qui ont eu lieu et puis ceux qui arrivent. Puisqu'on ne peut pas oublier bien évidemment le contexte environnemental et les enjeux climatiques qui aujourd'hui viennent nous percuter, je dirais, durablement dans nos façons de nous organiser, nos façons de travailler et quelque part un peu nos façons de vivre. Donc je pense que ces rencontres économiques sont justement l'occasion parfaite pour échanger, pour débattre de nos idées, de nos points de vue sur ces questions. Et pour ce faire, je suis très heureux, je suis même très honoré de recevoir Eli Cohen, économiste, ancien membre du comité d'analyse économique, directeur de recherche au CNRS, ainsi que Raphaël Enthoven, philosophe et écrivain, et bien sûr Jean-Marc Sylvestre, journaliste économique, qu'on ne présente plus et qui animera cette soirée. Voilà, Didier Doucet, le président de la communauté de communes, bien évidemment, clôturera ces rencontres. Il vous parlera notamment de l'engagement du Pays de Valois sur son tissu économique et les engagements que nous avons pris en matière de développement. Voilà, je ne vais pas m'étaler plus longtemps parce que vous n'êtes pas venus écouter des longs discours. Je vous laisse entre des mains expertes et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci beaucoup. Voilà. Merci à tous. Moi, je suis très heureux d'être parmi vous. Je suis très heureux d'être avec Eli Cohen et Raphaël Enthoven parce qu'animer un débat avec eux, c'est gagnant parce qu'ils sont quand même très très bons. Vous allez le voir. Quand on fait un plateau, en général, on essaie d'avoir ce qu'on appelle des bons clients. Ce sont des bons clients parce qu'ils disent la vérité. Et ils ne renoncent pas à répondre aux questions qu'on leur pose et parfois d'ailleurs quand les questions ne sont pas forcément très sophistiquées ou très étudiées. Je suis très heureux d'être parmi les chefs d'entreprise parce que je trouve que les chefs d'entreprise, c'est un public que je connais quand même assez bien maintenant depuis pas mal d'années, puisque j'ai fait toute ma carrière de journaliste dans ce couloir de nage, comme je dis. Ce sont des gens qui ont une responsabilité directe, qui gèrent la réalité, qui sont pragmatiques et qui, contrairement à d'autres communicants, ont quand même tendance à ne pas dire n'importe quoi.
Et surtout, ils ont aussi tendance à ne pas accepter qu'on leur dise n'importe quoi. Donc c'est quand même très intéressant pour un journaliste. Je ne suis pas sûr qu'on soit très nombreux comme journalistes à raisonner de la façon dont je raisonne, mais en tous les cas, j'y tiens beaucoup et je voulais vous remercier de cette occasion de recevoir Eli Cohen, que je connais depuis très longtemps et qui ne change pas, qui est un économiste, qui a beaucoup travaillé sur l'entreprise, justement, qui est quand même l'acteur majeur du phénomène de création de richesse, sur les entreprises en général, sur les échanges commerciaux et sur la façon dont ils pouvaient évoluer. Il a sorti un bouquin il y a combien de temps, Eli? 6 mois, sur le thème de la souveraineté industrielle. C'est à un moment où on ne parlait pas encore totalement de réindustrialisation, qui est un peu votre préoccupation, mais je dois dire qu'il avait le flair, le nez et le talent pour nous expliquer le contexte dans lequel on est. Raphaël Enthoven est philosophe, vous connaissez son cursus, école normale, Sciences Po, je dois en oublier. Tu as été prof à Sciences Po. Bon, mais quand on est prof, on est déjà un peu élève. On reste élève. Non, mais c'est un philosophe, et c'est un philosophe qui ne donne pas forcément toujours des leçons de philosophie, mais il essaie de nous faire comprendre par son approche, par sa lecture des événements et avec sa connaissance de la philosophie, des événements qui sont quand même assez complexes. Ces événements ont une composante politique, ils ont une composante financière, économique, vous les connaissez. Ils ont parfois et ils ont toujours une composante morale, philosophique, historique, et ça, il va pouvoir nous la donner. Alors la mondialisation, qui est le thème que vous avez choisi, et vous avez raison, parce que ça impacte directement les régions, on a choisi de vous apporter une lecture économique de ce qui s'est passé sur la mondialisation, puis ensuite une lecture plus philosophique, plus historique, plus culturelle, j'allais dire, de ce qui est en train de se passer. Je vais me rasseoir et je vais donner la parole tout de suite à Eli Cohen. Je ne sais pas s'il a un petit pupitre sur lequel il va pouvoir s'installer. Pendant que vous installez c'est comme vous voulez. Ouais. Bon, on va prendre le pupitre, Eli. C'est mieux, c'est mieux. Un professeur, ça doit parler au pupitre. Voilà, pour pouvoir en profiter. Eli, avec une question très simple. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 15 ans pour qu'on en arrive là? Il y a 15 ans, on se connaissait déjà. Oui. On allait à l'accord de l'OMC. C'était à Hong Kong, je crois. En 2001, l'adhésion de la Chine dans le monde économique. Certains de nos confrères et certains d'écrivains ou d'essayistes parlaient de l'avènement d'une mondialisation heureuse, parce que les échanges de produits, de capitaux, de services, d'hommes allaient être beaucoup plus favorables à la paix que les échanges de balles, de bombes et de militaires. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là, pour que ça ne marche pas, avec toutes ces crises dont nous a rappelé tout à l'heure le vice-président de votre club, et comment on va en sortir? Alors, je vais répondre à cette question, bien entendu, mais je voudrais commencer par raconter une petite histoire, si tu es d'accord. Oui, alors il faut que tu parles dans le micro. Mais oui, mais il ne marche pas là. Bon, alors tu vas prendre le mien. Décidément. Voilà. Alors, cette petite histoire, c'est quoi? Il y a quelques années, vous vous en souvenez, le groupe Pepsi-Cola, qui est un groupe américain, a voulu racheter Danone. Et à l'époque, c'était M. de Villepin qui était Premier ministre. Il avait dit, pas touche à Danone. Danone, c'est les cathédrales de Strasbourg de l'économie. La France ne peut pas accepter d'être amputée de ces cathédrales de Strasbourg, enfin de la cathédrale de Strasbourg. Et à l'époque, un journal économique que vous connaissez, qui s'appelle The Economist, avait écrit un papier venimeux intitulé « Stratégique yogourt ». Sur le thème, vous voyez, ces Français sont absolument incorrigibles. Quoi de plus banal que le yaourt?
il n'y a que des Français pour imaginer que leur identité nationale, que leur patriotisme économique peut se loger dans le yaourt. Et cette idée qu'il faut interdire à Pepsi Cola de venir racheter Danone, c'est vraiment la France nationaliste, étatiste et protectionniste que nous aimons bien charrier régulièrement. Alors, je vous parle de cet épisode parce que il y a quelques mois, The Economist a fait un nouveau papier sur ce thème et qui s'appelle « L'Europe parle en français ». Que s'est-il passé? Il s'est passé entre-temps ce que tu mentionnais, c'est-à-dire la crise du Covid, l'Ukraine et l'apparition du thème de la souveraineté industrielle comme un thème absolument transpartisan, transétatique. Partout en Europe, on s'est mis à parler d'autonomie stratégique et partout en France, de l'extrême gauche à l'extrême droite, on n'avait qu'un programme, la réindustrialisation, la relocalisation et l'autonomie technologique. Donc, qu'est-ce qui a pu provoquer ce basculement? Et puis surtout, est-ce que ce basculement est sérieux, consistant? Quelles en sont les manifestations et que peut-on en attendre? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le premier élément que vous avez tous présent à l'esprit, c'est la crise du Covid, suivie peu de temps après de la crise ukrainienne. On a découvert du jour au lendemain qu'un grand pays comme la France pouvait manquer de paracétamol. Et à cette occasion, on a découvert que 80% des principes actifs du paracétamol étaient fabriqués par deux pays, l'Inde et la Chine, et que nous, Français, nous avions fermé nos dernières usines de principes actifs et que nous dépendions donc cruellement de la Chine et de l'Inde pour un médicament aussi fondamental que le paracétamol, le Doliprane si vous préférez le nom commercial. Et en même temps, on a découvert que nos usines automobiles s'arrêtaient parce qu'elles avaient besoin de composants électroniques et que ces composants venaient de Chine et que les ruptures des chaînes d'approvisionnement faisaient qu'on n'avait plus de composants. Et en même temps, on a découvert que même les ailettes des Airbus, l'Airbus, il n'y a pas plus franco-allemand comme produit, on devait s'arrêter. Pourquoi? Parce que les ailettes étaient fabriquées avec des éponges de titane et que les éponges de titane étaient importées massivement de Russie, qui était en train d'entrer dans ce cycle de sanctions et de contre-sanctions. Donc du jour au lendemain, on a découvert quoi? On a découvert que contrairement à ce que disait un journaliste américain célèbre, qui écrit dans le New York Times, qui s'appelle Friedman, sa thèse c'était de dire « le monde est plat ». Le monde est plat, ça veut dire quoi? Le monde est une pure circulation de biens, de produits, d'informations, de finances. Donc l'économie, c'est que la sphère des échanges, et une économie mondialisée, c'est précisément une économie où ce sont les entreprises qui optimisent leur chaîne de valeur en segmentant cette chaîne et en localisant chaque maillon de la chaîne de valeur là où c'est le plus opportun, c'est-à-dire là où c'est le plus rentable. Et donc, après, tout le reste n'est qu'un jeu d'assemblage. Et l'idée d'une entreprise française ou d'un produit français, c'est vraiment de l'ancien temps, de l'ancien monde. Dans le monde globalisé que nous connaissions, il n'y avait que des échanges, que des flux et que des optimisations de chaînes de valeur. Alors, quand on réfléchit 2 secondes, on se dit, mais est-ce que c'est vraiment tellement nouveau ce qui nous arrive avec le Covid? C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment la première fois qu'on constate ces ruptures de chaînes d'approvisionnement et ces problèmes de chaînes de valeur? Et en réfléchissant un peu, on retrouve très rapidement 3 occasions. Quelques années plus tôt, il y avait eu un tsunami qui avait atteint Taïwan et donc du jour au lendemain, on avait été coupé des approvisionnements. Donc il y avait déjà des phénomènes climatiques qui pouvaient interrompre la libre circulation des biens. Alors à l'époque, déjà, on s'était dit, mais la dépendance de l'Europe et du monde par rapport à Taïwan est absolument scandaleuse. 80% des fonderies de silicium sont à Taïwan. On ne peut pas accepter un risque pareil. Il va falloir très rapidement relocaliser, réindustrialisation. Et puis, on a très vite oublié. Puis il y a eu, après le 11 septembre, on s'est dit, mais est-ce qu'il est très prudent d'avoir ces concentrations de services financiers, etc. Et à l'époque, un journaliste du Monde avait dit que ce que le 11 septembre a fait à l'économie, c'est qu'on a inventé l'impôt Ben Laden, c'est-à-dire que les échanges commerciaux n'étaient plus fluides, il fallait tenir compte des coûts de la sécurité, et donc ces coûts venaient s'ajouter aux autres coûts. Et puis, peu de temps après, on avait eu autre chose,
c'est que la Chine avait décidé de ne plus exporter ses terres rares. Or, elle avait un quasi-monopole mondial dans les terres rares pour des raisons politiques. Et donc, on a découvert que les échanges pouvaient être guidés par la politique et par la géopolitique. Donc, si les échanges peuvent être guidés par la géopolitique, par les phénomènes climatiques et par les phénomènes terroristes, alors cette idée d'une économie comme pur flux d'échanges ne tenait pas. Et donc, on a commencé à parler de souveraineté industrielle, de souveraineté économique, de relocalisation, etc. Alors, dans le cas du Covid, dans la foulée du Covid, on a dit, ben oui, il va falloir relocaliser. Puis on s'est rendu compte qu'un vaccin comme le vaccin que nous avons tous fait est le produit de 238 opérations productives élémentaires. Et donc, qui pouvait prétendre contrôler sur son sol les 238 opérations économiques qui permettent la constitution d'un vaccin? Donc, très rapidement, on s'est dit non, ce n'est pas très sérieux. Et donc, j'accélère. Donc, au niveau européen, on s'est dit non, l'idée de relocalisation pure et simple n'a pas beaucoup de sens. Ce qu'il faut, c'est mettre en place un trépied qui est le vrai trépied de la souveraineté. Et ce trépied, c'est quoi? C'est que les maillons les plus stratégiques d'une chaîne de valeur pour lesquels on décide que vraiment il faut mettre le paquet, eh bien, il faut qu'on les fasse ensemble au niveau européen. Pour le reste, il faut qu'on diversifie nos sources d'approvisionnement. Et donc, on est passé d'une logique de ce qu'on appelle l'offshoring, c'est-à-dire la délocalisation, à une logique de friendshoring, c'est-à-dire délocaliser, mais chez les voisins, chez les amis, pour pouvoir avoir la main dessus. Et puis, le troisième paramètre de cette stratégie du trépied, c'est les stocks. On s'est rendu compte que pour les produits anesthésiants, etc., par économie budgétaire, les hôpitaux en manquaient. Donc, on a dit, on va augmenter les stocks. Et donc, l'idée, c'est qu'on va remplacer la situation d'extrême dépendance par la combinaison de ces trois politiques. Mais alors après, une fois qu'on a décidé ça, il faut décliner cette politique. Et donc, au niveau européen, et ça, il faut le noter, on s'est engagé volontairement dans ce domaine-là. Et on a fait, par exemple, un plan composant électronique. Le plan composant électronique, c'est très ambitieux. Ça consiste à dire il faut qu'on fabrique sur le sol européen le double de ce qu'on fabrique actuellement. Il faut qu'on passe d'une part de marché de 9% de produits fabriqués chez nous à une part de marché de 20% de produits fabriqués chez nous. Oui, mais comment on fait? Parce qu'avec le temps, on a perdu nos compétences dans le domaine des composants électroniques. Eh bien, on a dit, on va tout faire pour faciliter ce retour de compétences en développant des partenariats avec transfert de technologies, avec les entreprises qui sont les meilleures dans le monde, Intel d'un côté, Samsung et TSMC de Taïwan. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? On assistait à une course de vitesse entre différents pays européens qui ont commencé à dire « venez chez nous, on va vous faire des gros chèques pour localiser l'activité chez nous ». Alors, le plus bel exemple, vous l'avez tous en tête, c'est l'exemple des composants électroniques de Intel. Intel a dit « moi, je veux bien faire une usine en Europe, mais il me faut au minimum 8 milliards d'euros de subventions pour venir faire cette usine en Europe ». Les Allemands ont dit « très bien, venez chez nous à Dresde, on vous fait un chèque de 8 milliards d'euros ». Les Français ont dit « venez chez nous, il n'y a aucun problème, on s'aligne ». Et puis, Intel a réfléchi un petit peu, il a dit « non, finalement, 8 milliards, ce n'est pas assez, j'ai besoin de 12 milliards ». Et à ce moment-là, les Allemands ont dit « ok, on signe tout de suite, vous aurez 12 milliards ». Donc vous voyez que le premier résultat de cette stratégie de relocalisation et de réindustrialisation, ça a été une bataille d'attractivité pour la localisation sur tel ou tel sol européen. Et alors, pour ne pas être très pessimiste et pour montrer que la France ne perd pas à tous les coups, nous, Français, nous avons dit, attendez, si vous voulez venir fabriquer des batteries chez nous, dans le nord de la France, nous avons toute une série de terrains, d'équipements, et on est prêt à vous mettre ça à disposition, notamment dans la région de Dunkerque. Et on est prêt en plus à financer des formations, à vous donner des terrains pour des prix intéressants. Et vous savez, on peut avoir... Je suis trop long déjà, c'est ça? Pas non, encore. Voilà. Tu me fais un signe et j'atterrirai brutalement à ce moment-là. Donc, venez chez nous, nous avons les terrains. Et vous avez vu comment un investisseur chinois s'est vu offrir des terrains équipés à Dunkerque avec une subvention à la clé. Et le nord de la France va devenir une espèce d'automobile électrique vallée avec 3 grandes usines de batteries. Et donc, vous voyez la logique qui se met en place. C'est une logique dans laquelle, la Commission européenne estime qu'il est légitime
de faire de la politique industrielle. 2, pour cela, elle est prête à lever les contraintes réglementaires en matière de concurrence, de concentration, etc. 3, à partir de là, les États rentrent dans une relation d'affrontement pour attirer sur leur sol cette activité. Et derrière les États, il y a les régions. Et derrière les États, les régions, j'y viens, qui développent des stratégies d'attractivité avec, dans ces stratégies d'activité, 1, les terrains, 2, la formation, et 3, ce que j'appellerais les aménités collectives, parce que les gens du Nord disent « mais venez chez nous, c'est une vie culturelle, sociale, particulièrement active, et vous serez les bienvenus ». Donc voilà. Alors ce phénomène-là, la façon dont tu le racontes et correspond évidemment à ce qui s'est passé, elle est très intéressante. Et on va y revenir parce qu'il y aura des questions oui, bien sûr. Là-dessus, sur les moyens qu'il faut pour profiter justement de cette voie. Je voudrais quand même que tu nous apportes des précisions sur 2 phénomènes. Le premier phénomène, c'est que cette mondialisation qu'on disait heureuse a quand même eu des impacts autres que ceux que tu donnes, à savoir qu'elle a appauvri quelque part un certain nombre de classes moyennes dans les pays occidentaux qui se sont délestés de leur industrie. Alors cette mondialisation... C'est le cas aux États-Unis, qui a vu arriver Trump. C'est le cas en Europe. Alors absolument. Avec les extrême droite. Alors j'allais y venir effectivement. Cette mondialisation. Deuxième question, c'est comment se fait-il qu'on ne se soit pas aperçu que les Chinois ne jouaient pas le jeu de la mondialisation? Alors, tu as raison, ce sont 2 questions importantes. La première, donc pendant cette phase de croissance continue liée à la mondialisation, ce qu'on célébrait, bien entendu, c'était le fait qu'un pays continent comme la Chine soit passé d'une situation d'extrême misère à une prospérité importante avec relative, mais une classe moyenne qui du jour au lendemain est passée de quelques millions à plusieurs centaines de millions. L'équivalent chaque année du marché français. Voilà, on n'a jamais vu ça dans l'histoire économique. Donc du coup, les économistes en particulier célébraient les vertus de l'échange, ils célébraient les vertus de la division du travail, jusqu'au moment où un certain nombre d'économistes américains, notamment un économiste américain qui s'appelle David Autor, a dit « mais comme c'est bizarre, avez-vous remarqué que dans les régions qui ont le plus souffert de ces importations chinoises, notamment les vieilles régions industrielles américaines, on a eu un phénomène de désindustrialisation et le développement de phénomènes populistes avec des votes Trump. Et donc on a vu directement la classe ouvrière qui habituellement votait pour les démocrates se mettre à voter pour une droite extrême. Et donc il disait la mondialisation heureuse a un revers, c'est le populisme de droite ou d'extrême droite. Et donc, au fond, les stratégies de réindustrialisation ne sont pas seulement des stratégies économiques, ce sont également des stratégies politiques réparatrices. D'où, et je boucle comme ça, l'étonnant consensus qui règne dans un pays comme la France, de l'extrême droite à l'extrême gauche en passant par l'extrême centre, sur le thème de la réindustrialisation. Personne n'est contre, alors qu'on pourrait dire des tas de choses sur le fait que, bon, par exemple, on a perdu notre industrie automobile, personne ne songe à fermer les usines du Maroc pour les refaire en France. Bon, ensuite, il y a des usines automobiles japonaises en France qui sont très productives, notamment l'usine d'Onin. Et donc, ce qui est plus important, ce n'est pas la nationalité, c'est le caractère plus ou moins récent de l'investissement en capital et la capacité de répondre à une demande. Donc, on pourrait faire des tas de développements, mais voilà. Donc, on a eu ce phénomène qui s'est développé. Et donc, alors, oui. La deuxième question, mais elle permet de faire la transition avec celle que j'aurais voulu aborder avec Raphaël. Elle concerne l'attitude de la Chine. Est-ce que la Chine, on sait aujourd'hui qu'elle n'a pas rempli ses engagements et ses promesses de réciprocité? Alors, la Chine n'a pas rempli ses engagements et on le sait depuis longtemps. Et donc la question intéressante, c'est pourquoi et comment. Si. Depuis longtemps, et là aussi, si. Je vais vous en donner juste un petit exemple. C'est l'histoire des panneaux solaires. Il y avait une industrie des panneaux solaires en Europe et notamment en Allemagne. Et puis, les Chinois se sont mis à investir massivement dans les panneaux solaires et ils sont mis à vendre avec dumping, on le sait, les panneaux solaires en Europe. Et donc, du jour au lendemain, on a vu le château de quilles de différentes entreprises européennes de panneaux solaires tomber. Et à ce moment-là, il y a eu un vaste mouvement pour demander à Bruxelles, à l'autorité de la concurrence, de se saisir de ce problème et demander à Bruxelles de saisir l'OMC pour concurrence déloyale. Et pourquoi ça ne s'est pas fait?
Parce que l'Allemagne l'a empêché. Et pourquoi l'Allemagne l'a empêché? Parce que l'Allemagne s'est dit, oh, c'est très simple, je perds la production de panneaux solaires qui sont un produit pas très sophistiqué industriellement. Par contre, je développe mes usines de production de machines à fabriquer des panneaux. Et donc, c'est mon industrie de la machine-outil qui va sortir gagnante de cette affaire. Voilà. Et dans un premier temps, ils se sont mis à exporter massivement vers la Chine. Et donc, les Allemands nous disaient, bah, tant pis pour vous, etc. Sauf que les Chinois apprennent très vite. Et ayant appris, ils ont écarté de nouveau l'Allemagne. Et donc, la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'on n'assiste pas à ce phénomène à la puissance 10 dans un domaine qui est au cœur de la compétence industrielle et manufacturière européenne, c'est-à-dire l'industrie automobile. Et ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est l'arrivée massive de l'automobile. Alors, okay. On va en reparler. Je vais me taire. Voilà. Non, mais... Tout de suite, je vais donner la parole à Raphaël Endoven. Et j'imagine qu'il a compris la question sur laquelle j'allais le brancher. C'est que cette mondialisation dont on vient de parler, qui a une composante économique évidente, puisqu'elle a permis à des pays occidentaux de se créer du pouvoir d'achat, ce que tu n'as pas forcément dit, mais on a créé aussi pas mal de pouvoir d'achat en délocalisant nos industries, mais a permis à des pays émergents de se développer. Cette mondialisation se faisait avec des partenaires qui n'avaient pas le même système de valeurs, hein, et qui jouaient des jeux qui leur étaient totalement personnels et qui n'adhéraient pas forcément à ce logiciel de la mondialisation dont on vient de parler. Alors, comment se fait-il qu'on ne s'en soit pas aperçu? Comment se fait-il que, néanmoins, on est foncé, tête baissée, dans ce phénomène? Et comment on va en sortir? Oh, je n'ai aucune idée de la... Enfin, je n'ai pas de réponse à la dernière question. Oui. Je ferai un autre métier si j'avais la réponse à la dernière question. Sur la question du milieu, je dirais juste ceci, avant d'en venir à ce dont je voulais vous parler, c'est étonnant parce que je vais vous dire exactement la même chose qu'Eli Cohen, mais avec un autre lexique. Et on ne s'est pas concerté. Non, je dirais juste ceci. Il y a une bande dessinée de Johann Sfar, formidable, dont j'oublie le nom à l'instant, c'est pas Le Chat du Rabbin, où il y a un groupe de musulmans très très pieux, et un groupe de juifs très très pieux, et en fait ils sont tellement pieux les uns et les autres qu'ils ne supportent pas l'idée que juifs et musulmans puissent prier ensemble. Et donc ils organisent des manifs ensemble pour dénoncer le fait que certains veulent les faire prier ensemble. Donc ils se réunissent entre gens qui veulent être séparés. Et la mondialisation, comme l'Europe, se fait aussi comme ça. Je ne vois pas comment on arrive à la mondialisation, mais... Si, parce que la mondialisation est faite... La mondialisation se fait par addition de gens qui célèbrent leur souveraineté. C'est la même chose. De la même manière, en Europe, l'européanisation des mouvements europhobes fait avancer l'Europe, paradoxalement. C'est ça que je veux dire. Je veux dire qu'il ne suffit pas d'afficher comme profession de foi, de se donner pour principe, de refuser quelque chose pour croire qu'on y échappe. C'est comme les gens qui croient échapper au capitalisme en le dénonçant. J'adore. Vous savez, ils vont sur tous les plateaux télé pour vendre des livres grands comme un bras contre l'économie de marché. Et bon, vous dites, écoutez, il y a un moment, si vous jouez le jeu, vous êtes... Bon, bref, voilà. Donc, pour te répondre, je dirais que la mondialisation se fait à l'insu même de ceux qui prétendent s'y opposer. Mais... J'en viens à ce que je voulais vous dire quand même, parce que c'est étonnant, c'est vraiment la même chose qu'Eli, mais avec un autre lexique. En fait, il m'est apparu en travaillant sur la question que la mondialisation ne désignait pas seulement le jeu des échanges ou la façon dont on commerce, mais aussi une façon de penser, une certaine façon de raisonner, une certaine façon de se poser les questions. Et pour le dire aussi simplement que possible, et pour n'examiner qu'un seul aspect de la chose, je dirais qu'avec la mondialisation des échanges, avec l'ouverture des frontières, avec le pari sur les effets pacifiques du commerce, c'est l'erreur de Montesquieu, croire que le commerce produit la paix ou la garantie, on est passé d'un diptyque qui était égalité ou liberté à un autre diptyque qui est ouverture ou fermeture. On a changé de question maîtresse. C'est ce que les cuistres appellent la mutation du paradigme. En France, souvenez-vous, les termes du débat ont commencé à changer en 1992. Alors je dis souvenez-vous, pas à tout le monde, hein, bien sûr. Enfin moi je m'en souviens. Ça a commencé à changer en 1992 au moment du débat sur le traité de Maastricht. On voyait soudain apparaître des couples idéologiques dont on n'avait pas l'habitude. On voyait Pasqua et Chevènement du même côté. On voyait Fabius et Juppé dans la même tranchée.
Autour de la question européenne et de l'idée d'un marché commun, il y avait de nouvelles alliances, de nouvelles passerelles qui défiaient la taxinomie politique en vigueur à l'époque. Et en réalité, ces nouvelles alliances n'étaient que le prélude à une mutation globale de nos façons de penser, au terme de laquelle, lentement, à pas compter, on est passé du binôme droite-gauche au binôme que j'appellerais, moi, libéral contre souverainiste et que d'autres appelleront mondialiste contre patriote, ou pédomondialiste contre patriote. Alors, peu importe le nom qu'on donne à ce nouveau duo, si vous voulez. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le clivage libéral-souverainiste est apparu en 1992, s'est affermi en 2005, il s'est installé dans le pays en 2017 avec la victoire d'Emmanuel Macron. Pour le dire vraiment simplement, la question n'est plus de savoir si je suis de gauche ou de droite, mais si j'ai intérêt à m'ouvrir au monde ou à me replier sur mon précaré. Or, des gens de gauche et de droite peuvent penser ensemble, peuvent adhérer ensemble à l'une de ces deux options. Ai-je intérêt à m'ouvrir au monde ou bien à me replier sur mon précaré? C'est au passage d'ailleurs la raison pour laquelle, à mon avis, il n'y a pas grand sens à voir un plan machiavélien du président de la République dans l'organisation du face-à-face avec l'extrême droite aux élections présidentielles. Le face-à-face entre les libéraux et les populistes est devenu un fait mondial. Ça n'est pas ourdi par les élites pour enfermer les électeurs dans un choix dont ils ne veulent pas. Si Marine Le Pen, par exemple, fait le score qu'elle fait en France, c'est pas parce qu'elle dit des choses intéressantes, en tout cas pas à mon sens, mais c'est parce qu'elle capte un mécontentement et une inquiétude qui va bien au-delà d'elle-même. Elle est, faute de mieux, la mandataire de colère qui vont bien au-delà de ce qu'elle-même propose. Son score, le score de Marine Le Pen, c'est un problème d'offre. Il n'y a personne pour donner corps et consistance au projet de ce que j'appellerais une société close. Alors, qu'est-ce que c'est une société close? En fait, l'expression, elle est de Henri Bergson, en 1932, dans les deux sources de la morale et de la religion. Et il dit ceci: la société close, c'est la société dont les membres se tiennent entre eux, indifférents au reste des hommes, toujours prêts à attaquer ou à se défendre, astreints enfin à une attitude de combat. C'est la société hérisson, qui tient, peut-être à juste titre d'ailleurs, l'inconnu pour une menace. Bergson dit, c'est la part fourmi de l'homme. L'homme était fait pour elle, comme la fourmi pour la fourmilière. Et il insiste là-dessus, il dit « Une société close repose sur une force de direction constante qui est à l'âme ce que la pesanteur est au corps et qui assure la cohésion du groupe. Une société close repose sur des obligations morales indiscutées. » Alors, ce qui est intéressant avec la clôture, c'est qu'on la trouve à la fois dans les États théocratiques, qui sont des sociétés closes, où verticalement l'injonction de penser d'une certaine manière ou de croire d'une certaine manière ne souffre pas de contestation, mais on trouve aussi des sociétés closes dans les systèmes, pas les systèmes, mais dans ce qu'on appelle aujourd'hui le séparatisme et qu'on appelait auparavant le communautarisme. Une société close, c'est un groupe qui s'auto-désigne comme une communauté et qui valorise comme telle l'appartenance à la communauté en question. Comme si être noir, être juif, être gay, être lesbienne, être femme était une valeur en soi. Et était une dispensatrice magique de vertu, et comme s'il fallait en être fier. Donc, les sociétés closes reposent sur des obligations morales indiscutées, qu'elles viennent d'un État très puissant, comme des injonctions adressées au peuple par un épiscopat puissant, ou alors elles viennent de l'appel aux traditions, ou bien de la tyrannie de la majorité au sein d'un groupe qui interdit aux gens de penser autrement que leur couleur de peau. Alors les sociétés closes sont nombreuses, elles sont d'ordre tout à fait différent. Une secte est une société close, bien sûr, mais une communauté étroitement refermée sur elle-même, un groupe constitué sur fond d'appartenance sexuelle ou de couleur de peau est également une société close, tout comme un nationalisme affolé par le grand remplacement. Donc vous voyez comment Bergson, avec le concept de société close, nous fournit quelque chose qui permet de penser des phénomènes différents, sans les ranger dans le même ensemble, sans les réduire au même ensemble. Mais on peut les penser de façon tout à fait spécifique, grâce à la notion de société close. On a là un outil très utile qui nous permet de penser le communautarisme comme la théocratie, comme toute tentation statique, ce qu'il appelle les tentations statiques. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que le sentiment que l'appartenance est une vertu,
qui est le propre des sociétés closes, est infiniment séduisant à l'ère identitaire que nous vivons. Qui adhère aux sociétés closes? Les partisans d'un retour en arrière, les séditieux communautaires qui considèrent que c'est ceux que Brassens appelait les imbéciles heureux qui sont nés quelque part, les gens qui sont fiers d'être eux-mêmes, vous voyez ce que je veux dire, comme si c'était bien en soi d'être soi-même. Enfin, bon, on ne va pas s'attarder là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est qu'une époque où chacun est rangé dans une case selon sa couleur de peau est une époque où prospèrent les sociétés closes et où le désir d'une société close menace à grande échelle de prendre le pouvoir. Et face aux sociétés closes, Bergson forge la notion non moins féconde et non moins intéressante de société ouverte. Il dit, la société close, on ne passe pas d'une société close à une société ouverte. Il y a une différence de nature entre les deux. La société ouverte, dit-il, c'est une société qui embrasserait en principe l'humanité entière. Rêvée de loin en loin par des âmes d'élite, elle réalise chaque fois quelque chose d'elle-même dans des créations dont chacune, par une transformation de l'homme, permet de surmonter des difficultés insurmontables. C'est magnifique. Le problème, c'est que le cercle se referme aussitôt dès qu'il est ouvert. Une partie du nouveau, dit Bergson, se coule rapidement dans le moule de l'ancien. Ce que je veux dire, en fait, c'est que ce que Bergson dit, c'est qu'il ne suffit pas de vouloir une société ouverte pour être soi-même ouvert d'esprit. Encore faut-il ne pas en faire un catéchisme. Encore faut-il que l'ouverture ne soit pas une obligation, que le désir d'altérité ne soit pas un dogme. C'est ça qui est intéressant. C'est que, vous savez, c'est comme ces gens qui sont tellement tolérants qu'ils excluent de leur cercle tous les gens qui sont moins tolérants qu'eux. Ils ne veulent pas les voir, ceux-là. Ils ne sont pas assez tolérants. Donc ce sont des gens qui poussent la tolérance jusqu'à intolérer tout ce qui est moins tolérant qu'eux-mêmes. Autrement dit, une société ouverte ou une société qui se vit comme ouverte est constamment menacée de clôture, de la même façon qu'un discours de la clôture peut ménager une pensée transnationale. De la même façon qu'un discours souverainiste peut, par son européanisation même, la manière d'aimantant la matière, eh bien, produire les effets contraires à ceux qu'il théorise lui-même. Et j'ai presque fini, hein, mais je veux juste dire ça parce que c'est intéressant. Ce que je veux dire, c'est que ce débat du clos et de l'ouvert, que Bergson permet de penser, c'est donc dans les deux sources de la morale et de la religion, ce débat du clos et de l'ouvert est lui-même la reprise d'un débat, parce que on n'est pas dans l'avenir là, on est dans le passé. C'est lui-même la reprise d'un débat qui remonte à la fin du XVIIIe siècle, entre les partisans du déracinement et les partisans de l'enracinement. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais en peu de mots. À la fin du XVIIIe siècle, s'affrontent deux conceptions de l'humanité. Les uns pensent, dans les héritiers de la philosophie des Lumières, considèrent, héritiers et philosophes des Lumières, considèrent que notre humanité n'est rien au départ, et que nous sommes tout ce que nous parvenons à devenir par arrachement à nos déterminations natives, à notre sociologie, etc. Ce qui nous fait hommes, c'est ce qui nous permet de transcender notre condition native, de nous arracher à ça. Et face à ça, il y a ceux qu'on a appelés les romantiques, les réactionnaires, les contre-révolutionnaires, comme vous voulez, qui considéraient, eux, que s'arracher à ces déterminations natives, c'était basculer dans la barbarie et basculer dans l'inhumanité. Et c'était déjà un débat de la société close face à la société ouverte. C'était déjà... c'est la même question. Et donc, ce détour historique pour ne dire qu'une chose ici, c'est que les débats qui nous affolent aujourd'hui ou qui nous donnent le sentiment de nous échapper ou dont on a le sentiment que les termes sont absolument neufs et que par conséquent nous n'avons pas les moyens de les penser, sont en réalité des reprises et des variations de débats, de questions, de problématiques, de face-à-face conceptuelles qui existent déjà dans l'histoire des idées et dans l'histoire tout court. Et que plutôt que de nous interroger sur l'avenir qui nous attend, demandons-nous plutôt à quel passé notre époque présente fait référence. Merci de votre attention. Merci. Oui, on peut se rasseoir. Je vais donner la parole à la salle tout de suite. Je voudrais simplement vous faire intervenir tous les deux et réagir, interréagir sur ce qui s'est dit. Je suis frappé dans le discours de Raphaël Enthoven qu'il ne parle pas de la dimension
j'allais dire, qui nous concerne en tant que chef d'entreprise. C'est-à-dire de l'émergence à partir de la révolution industrielle, à partir du 19e siècle, pur produit d'ailleurs du siècle des Lumières, de la prospérité économique ou de l'ambition d'adhérer à la prospérité économique. Et notre phénomène de mondialisation, c'est bien un moyen qu'on a trouvé au XXe et à la fin du XXe pour améliorer les conditions de la prospérité économique. Oui, c'est vrai aussi, mais c'est aussi... Donc c'est l'ouverture. On a découvert que l'ouverture sur le monde permettait oui, mais c'est un aussi... chef d'entreprise, il est forcément ouvert. Il peut, Je te laisse la paternité de cette phrase. Non, mais il a du mal à vivre en autarcie. Bien sûr qu'il a du mal à vivre en autarcie, mais ça, on a tous du mal à vivre en autarcie. Dès le début, dès la naissance, on a du mal à vivre en autarcie. Mais le fait qu'on soit... Pardon, mais c'est important cette histoire. On a traversé le Covid. Quelle était la particularité du Covid? C'était que pour protéger l'autre, il fallait éviter sa compagnie. C'est-à-dire que l'altruisme passait par l'égoïsme. Le sauvetage de l'autre, l'ouverture à autrui, passait par le fait de s'enfermer chez soi, de s'enfermer sur soi. C'est la raison pour laquelle on a pu être confiné aisément. On était altruiste en étant égoïste. Oui, enfin, sauf que le sauvetage la sortie du Covid, elle a été aussi permise grâce à un certain nombre d'entreprises privées, parce que l'État a été un peu défaillant dans cette affaire, qui ont mis en place la recherche des masques, qui ont mis en place les conditions de ce confinement et qui ont mis en place très rapidement, et je disais pas le contraire, les conditions du vaccin. Il y a un facteur très fort dans le développement économique aujourd'hui, c'est le facteur de l'innovation. Et l'innovation, elle est le fruit finalement du risque que prend un chef d'entreprise. Non, l'innovation, c'est une inspection du passé. C'est une inspection du passé. Par exemple, je raconte une histoire. Oui. Dans le... Vous racontez une histoire, pas d'histoire. Une histoire. Une histoire. Une histoire. J'ai dit ça parce qu'il fait un hebdomadaire formidable qui s'appelle Franc-Tireur. Oui, mais on ne raconte pas d'histoire dans Franc-Tireur. Non, vous allez même dénoncer un certain nombre d'histoires qui ont été racontées. C'est vrai, on dénonce les fake news, merci, tout à fait. Non, sur cette histoire d'innovation, par exemple, le Skype, le modèle du 21e siècle, Skype a été inventé par Proust. Dans La prisonnière, Proust écrit que, en fait, dans La prisonnière, il raconte l'histoire d'un homme qui séquestre sa femme, parce qu'il est très amoureux d'elle. Alors, le problème quand il est amoureux d'elle, c'est que quand elle est là, il s'emmerde, et quand elle n'est pas là, il souffre. Et donc sa vie est une oscillation perpétuelle entre l'ennui et la souffrance. Et de sorte qu'en fait, il ne supporte sa présence que quand elle est là, mais derrière lui. Et donc parfois, il entend sa voix, et il dit, quand j'entendais sa voix, c'était merveilleux, je voyais se dessiner son visage, et il dit, et la phrase est de Proust, et elle date de 1907, « Ainsi que l'inventera le phototéléphone de l'avenir ». C'est une phrase courte pour Proust. Hein. C'est la fin de la phrase seulement. Ah, c'est la fin de la phrase. Ce que je veux te dire, c'est que bien sûr, les moyens dont on dispose sont ceux de notre époque, mais les intuitions, elles, sont antédiluviennes. L'innovation, c'est pas simplement un regard vers l'avenir, c'est un regard vers le passé. Oui. Tu permets que je réagisse quand même à ce que tu as dit, parce que je ne suis pas d'accord avec ce que tu as dit. Tu as dit, c'est une évidence absolue, que c'est l'ouverture des économies qui a été un facteur de développement de la prospérité. C'est avec lui, oui. A été un facteur de développement de la prospérité. Circulation de l'innovation. Développement de la prospérité, de l'enrichissement, etc. Pardon. L'histoire économique, c'est l'histoire des oscillations permanentes au niveau des différents gouvernements et des différents États entre des stratégies d'ouverture et des stratégies de fermeture. Et il y a tout un courant de l'économie dont on parle peu aujourd'hui, qui est ce qu'on appelle le courant de l'économie nationale, qui s'est illustré avec des gens comme Liszt, comme Hamilton, comme Akamatsu, etc., qui essayent de montrer comment c'est une stratégie volontariste de l'État qui permet de déterminer le type de spécialisation économique d'un pays et donc le type de richesse et de prospérité qui se développe. Et il y a eu, je crois que c'est Liszt qui avait développé, mais ça a été repris par Hamilton, la théorie du protectionnisme éducateur. Qu'est-ce que c'est que le protectionnisme éducateur? Eh bien, c'est l'idée que si on veut voir se développer une nouvelle activité sur le sol, eh bien, il faut au départ l'aider à naître et la protéger pour croître avant d'enlever les bandelettes et de libérer pour introduire la concurrence. Donc, tu vois, c'est un modèle plus compliqué. Une pure logique de l'échange ne permet pas la naissance
de ce type d'industrie parce que une industrie naissante est par définition tout de suite balayée par ceux qui sont déjà là. Donc parfois, il faut une certaine protection pour aider au développement d'une économie naissante. Non, mais de la même manière qu'on n'envoie pas un enfant voter. Non, mais je suis absolument d'accord avec ce que tu dis. Quand on regarde sur les montants de budget de recherche fondamentale, par exemple, l'État, notamment aux États-Unis, intervient très fortement, y compris également dans nos pays occidentaux, en France. La question que je voulais vous poser, c'est que la mondialisation a mis en rapport des pays dont les valeurs sont totalement différentes et totalement opposées. Et certains de ces pays ont quand même avancé sur le terrain du marché, masqué, sans dire la vérité, pour éventuellement capter l'innovation, capter des facteurs de prospérité, pour ensuite en profiter eux-mêmes. Est-ce que c'est possible d'accepter et de continuer à vivre dans ce système-là, sachant d'ailleurs que certains, on le voit bien en Russie aujourd'hui, dérapent sur le terrain militaire? Non, je crois que la Russie n'est pas le bon exemple. Le bon exemple, c'est vraiment la Chine. Ouais. On y pense tous. La grande habileté de la Chine, ça a été, au sortir d'une période communiste particulièrement autoritaire, s'ouvrir au marché. La politique Mao Tse-tung, les Lin Piao et le livre rouge, etc. Ça a été donc la politique de Deng Xiaoping qui a fait une libéralisation formidable, et en ayant cette phrase formidable, peu importe la couleur blanche ou noire du chat, pour peu qu'il attrape la souris. Alors. Donc tout est bon pour libéraliser l'économie, pour rendre l'économie plus prospère. L'erreur occidentale, ça a été et ça a été signalé dans ton intervention, ça a été de croire que par une espèce d'enchaînement vertueux, la libéralisation de l'économie allait amener la libéralisation de la politique et la libéralisation de la société. Et même la démocratie. Et même la démocratie. Or, ce à quoi on assiste en Chine, c'est exactement le contraire. C'est que l'extrême enrichissement de la Chine permet à la Chine de dire « j'aspire à la domination mondiale et personne ne me dictera les règles de fonctionnement interne. J'ai appris la leçon des errements russes avec la glasnost et la perestroïka. Ni glasnost ni perestroïka chez moi. Ça sera un régime autoritaire, l'enrichissement et l'expansion territoriale. » Oui, pour aller dans le sens de ce que dit Élie, c'est vrai que, je l'ai évoqué trop rapidement, il y a une fameuse équation qui était l'équation de Montesquieu, qui prédisait que le commerce ferait la paix. Le doux commerce. Bon, alors, c'est pas vrai. Ça ne marche pas comme ça. Surtout, ce qui ne marche pas comme ça, c'est qu'il n'existe aucune démocratie sans économie de marché, parce qu'on ne peut pas libérer l'expression sans libérer l'entreprise. C'est pas possible. On ne peut pas scinder la liberté. Donc, toute démocratie produit de l'économie de marché. Un système qui prétend être démocratique ou hyper démocratique sans économie de marché est un système qui expose à des massacres de masse. Donc, toute démocratie c'est l'économie de marché, qu'on le veuille ou non, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, est la dot de la démocratie. Mais l'inverse est faux. L'inverse est faux, c'est-à-dire qu'il existe une économie de marché sans démocratie, en particulier en Chine, où le contrôle social, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que la Chine est une dictature parfaite, verticale parce que c'est un parti unique, mais horizontale aussi parce que chacun est invité à dénoncer l'autre et que le contrôle social est omniprésent. Le quadrillage se fait dans les deux sens. Pour rester sur la Chine, deux petites remarques. Clinton, en 1998, va en Chine, va dans quelques villes chinoises, etc., et s'émerveille de voir tant d'enfants avec des téléphones portables. Et il fait un discours dans lequel il dit « mais c'est merveilleux, en Chine on est encore mieux informé qu'ailleurs dans le monde », un discours lunaire, où il explique, et Clinton confiait dans l'avion de retour à ses collaborateurs qu'à son avis, le développement des communications allait détruire le parti communiste chinois. Il en était convaincu. L'innocence de cet optimisme est à souligner, et il faut s'en souvenir, parce qu'on a vraiment cru ça. On a vraiment cru ça, et on a tout intérêt à penser le contraire. D'autant que, entre 2009 et 2012, il y a eu, avec l'apparition des réseaux sociaux, un usage critique du pouvoir chinois qui s'est fait notamment via Hong Kong. Mais après, à partir de 2012, et puis avec la pandémie, il s'est passé en Chine quelque chose d'extraordinaire, c'est que la Chine a pris les outils qui pouvaient la menacer, et elle en a fait des armes. Ça s'appelle TikTok. C'est-à-dire qu'ils ont transformé en outil stratégique ce qui pouvait être au départ perçu comme l'arme de David, la fronde de David avec les réseaux sociaux contre le Goliath chinois. Désormais, David travaille pour Goliath. C'est ça la Chine. Et TikTok est devenu un des réseaux les plus
pratiquée dans le monde Mais occidental. TikTok, il suffit de 40 minutes sur TikTok pour être exposé à de la désinformation. Et il suffit de 2 heures sur TikTok pour que l'algorithme perçoive Alors. des tendances que vous ne savez même pas que vous avez. Alors, dernière question, puis il faut vraiment que je donne la parole à la salle. Compte tenu de ce que vous dites, avec lequel on est forcément d'accord, c'est une évidence. Que peut faire un État? Que peut faire une entreprise? Que peut faire une région? Puisque les régions sont maintenant partie prenante dans le jeu économique, quand il s'agit de juger, ou un investisseur, quand il s'agit de juger un projet chinois, ou une implantation chinoise, ou un échange avec les Chinois. Est-ce qu'on doit introduire cet aspect à la fois moral et politique dans sa prise de décision, ou rester sur le terrain purement cynique et pragmatique de faire du business? La réponse a été donnée au niveau européen. Acte 1, oui, il est important de retrouver des compétences industrielles perdues dans certains secteurs. Oui, il est important, par exemple, qu'il y ait une industrie des composants électroniques en Europe. Dans laquelle les Chinois pourraient avoir une participation. Premièrement. Deuxièmement, il est souhaitable qu'une large concurrence puisse exister et donc le rôle de la Commission européenne est de veiller au développement de cette concurrence. 3, qui dit concurrence, dit terrain de jeu concurrentiel ouvert et transparent. Et donc, par exemple, il faut bannir les aides publiques qui entravent le processus concurrentiel, notamment en Chine. Regarde ce qui vient de s'observer sur l'automobile. 4, il faut qu'il y ait des clauses de réciprocité qui existent. On ne peut pas être uniformément ouverts, nous, et eux fermés. Regarde les règles prises par la communauté européenne sur les marchés publics. 5, il faut les respecter. 5, il faut les respecter. Donc, il faut avoir une capacité de sanction. Et donc là, eh bien, par exemple, dans le domaine de l'automobile, le gouvernement français a décidé de réserver le bénéfice des subventions pour l'usage d'un véhicule électrique aux véhicules produits sur le sol national, obéissant avec un certain contenu de pièces détachées produits sur le sol et respectant des normes environnementales exigeantes, c'est-à-dire qu'on regarde même le contenu carbone des produits importés pour éventuellement donner la préférence à des fabrications européennes. Que dit le philosophe là-dessus? Non, je voudrais moi poser une question à Jean-Marc Sylvestre. Comment vis-tu le fait de dire qu'il faut respecter une dictature communiste d'1,3 milliard d'habitants? Ah non, je pose la question. Non, c'était un point d'exclamation. Tu as dit il faut les respecter. Tu as dit, comme Jean-Pierre Raffarin pourrait dire il faut les respecter. Non, mais Jean-Pierre Raffarin, il a une vraie raison pour le dire. Hein, oui, mais oui, non, c'est vrai, d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est est-ce qu'il n'y a pas un moment, comment dire, est-ce que le libéral cohérent que tu es n'a pas de temps en temps les circuits qui se touchent quand tu dis il faut respecter la Chine? Ah, mais il y a de temps en temps un problème moral qui se pose. Et quand je vois... C'est pas simplement un problème moral. C'est pas simplement au nom de la liberté, c'est pas simplement la question morale de la liberté, etc. C'est aussi, c'est un parti unique. C'est un monde glacé. C'est un système culturel, c'est un système de valeurs qui est totalement différent du nôtre ouais. et qui n'est pas forcément compatible avec le nôtre. Est-ce que tu aurais dit de l'Union soviétique, il faut les respecter? Non, je crois pas. Non, non. Ils n'étaient pas moins communistes, ni plus d'ailleurs. Non, mais si tu veux, moi j'ai eu la chance, vous parliez de Danone, j'ai eu la chance dans ma petite vie d'assister à la destruction du mur de Berlin, emmené par Ribot avec Rostropovitch. Vous vous souvenez de cette séquence? Elle est passée à la télévision un peu partout. On pleurait, franchement on pleurait. Je l'ai raconté d'ailleurs dans un film cette anecdote. Et Ribot, après, on se retrouve à l'hôtel. Il dit c'est formidable, etc. Mais il me dit tiens, viens voir. J'ai une carte là. Ribot, c'était le père de. C'était Antoine. Hein. Antoine, le MEDEF, enfin bon, avec sa façon de parler vraie, etc. Il me dit regarde, j'ai une carte là. On est allé à l'hôtel à Berlin et c'était très tard le soir. Hein, et il y avait cette effervescence, etc. Il dit, regarde, j'ai fait une carte, j'ai déjà mis tous les points sur lesquels on va faire des usines à l'Est. Il est devenu le premier producteur de yaourt et de lait avec le premier à signer des contrats, etc. Donc il avait évidemment cet objectif très pragmatique, certains diraient cynique, de faire du business, ouais, mais d'ouvrir le mur n'est pas tombé en Chine. Le mur n'est pas tombé en Chine.
Et il est tombé aussi en Russie, et on a vu ce que les Russes, le mal de chien qu'ils ont eu à s'organiser, ils ne le sont pas encore. Hein. Non, c'est vrai. Mais la question peut se poser d'un chef d'entreprise qui doit être à titre personnel, moral, mais est-ce que son entreprise, l'objectif de l'entreprise... C'est le dilemme weberien, c'est Max Weber qui a formulé ce dilemme, le premier dans Le Savant et le Politique. Il parle d'éthique de conviction contre l'éthique de responsabilité. Si on les oppose terme à terme, l'éthique de conviction, c'est périsse le monde tant que j'ai bonne conscience, tant que mes principes sont immuables, les conséquences, je m'en fous. Donc évidemment, il se moque beaucoup de l'éthique de conviction parce que c'est l'irresponsabilité de celui qui dit « Non, je veux la paix quoi qu'il arrive, même si les Allemands nous envahissent, je suis pacifiste quoi qu'il arrive. » Enfin, ouais. Et puis il y a de l'autre côté l'éthique de responsabilité qui est le calcul des conséquences de ses actes en fait. Alors le problème c'est que l'éthique de conviction vous donne bonne conscience mais fait faire n'importe quoi. L'éthique de responsabilité peut être mise au service du plus grand des cynismes en disant écoutez, oui, les Chinois sont communistes, oui, c'est une dictature atroce, mais enfin c'est un marché extraordinaire. Voilà. Donc on se retrouve, et Max Weber explique qu'il n'est pas d'éthique de responsabilité qui ne soit frangée ou nourrie par l'éthique de conviction, et il n'est pas d'éthique de conviction qui ne soit bordée par l'éthique de responsabilité. Et là, il faut vraiment, le jeu est très subtil. La question est très simple. Est-ce qu'on serre la main de Mohamed Ben Salman, par exemple ? Est-ce qu'on serre la main de quelqu'un dont on sait qu'il a ordonné l'assassinat d'un journaliste, le découpage, le saucissonnage d'un journaliste dans son... Alors qu'il est en train d'entreprendre des réformes qui peuvent bien être sûr, intéressantes dans bien son sûr, pays. et que c'est un marché considérable et qu'on a besoin de lui pour des raisons diplomatiques, etc. Faut-il serrer la main de l'homme qui fait ça ? C'est une question à laquelle il est important, je crois, de ne pas répondre. Alors, je Sauf crois que quand on est chef d'État. il faut répondre. Non, mais je vais répondre, Les chefs moi. d'entreprise ont ce problème. Non, mais je vais répondre. Dans le cas de la Chine, c'est très intéressant ce qui est en train de se passer. Parce que la logique de collision entre les États-Unis et la Chine est peut-être en train de provoquer le changement majeur en matière de mondialisation, c'est-à-dire le passage d'un monde sans frontières, pure circulation, pur échange, à un monde organisé en blocs, antagonistes, avec une verticalisation de l'intégration et avec une exclusion des échanges technologiques, sécuritaires et autres qui pourraient avoir pour effet de consolider un régime ONI, notamment dans ses ambitions territoriales, je pense à Taïwan. Et la question qui nous est posée à nous, Européens, que nous posent les Américains et les Chinois tous les matins, c'est quel camp choisissez-vous? Parce que le paradoxe du paradoxe, c'est que les Chinois sont devenus les avocats du libre-échange, du développement des échanges, et les États-Unis d'une logique de bloc verticalement intégrée. Et donc, Américains comme Chinois nous disent, vous, Européens, que choisissez-vous? On pourrait continuer comme ça 2 heures. Hein. Mais faut donner la parole à la salle. Bruno, tu avais une question? Tu voulais? Ah mais attends, il faut le demander. Voilà. Bon. Bruno Délinger, je pense que vous le connaissez tous ici. On le connaît tous partout. Oui. Depuis longtemps. Oui. Moi, je suis extrêmement séduit par ces propos où finalement on se rend compte qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. J'ai tout de même un petit peu de crédulité à entendre que l'État va organiser ce qu'il a désorganisé, puis il va le réorganiser à coup de subventions qui sont tout de même l'impôt et la fiscalité du citoyen. Moi, j'ai beaucoup de problèmes avec cette manière de décrire l'économie, parce que je comprends qu'il y ait des grands mouvements de fond qui nécessitent l'intervention de l'État, mais je trouve tout de même qu'on... Qui a dit ça, pardon? Je vous ai écouté attentivement. J'ai dû très mal... Pourtant j'ai été très surpris de l'entendre dans votre bouche. Alors, si vous voulez, pour qu'on ne reste pas sur des idées... fausses, pour des malentendus, sur des malentendus. Ce que j'ai dit, c'est la chose suivante. Il n'est plus marxiste depuis 1974. Oui, justement, mais il lui en reste un bon fond tout de même. Ce que j'ai dit, c'est la chose suivante. J'ai dit que lorsqu'on a découvert les dépendances, qui étaient soit des dépendances qui s'expliquaient par des phénomènes d'intégration de chaînes de valeur mondiales, qui étaient dues à des choix économiques, et que ces chaînes de valeur avaient été interrompues soit à cause de phénomènes climatiques, soit à cause de phénomènes géopolitiques, soit à cause de phénomènes... Bref, eh bien, quand on a découvert ça, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? La première réaction,
et je l'ai dit textuellement, ça a été de dire réindustrialisation, relocalisation, autonomie, technologie. Très rapidement, on s'est rendu compte que ce n'est pas la route du tout. Et on s'en est rendu compte tout de suite, et au niveau européen et au niveau national. D'où, je répète ce que j'ai dit, je suis désolé, l'adoption d'une stratégie dite du trépied, dans laquelle les 3 pieds sont les suivants. La première partie, c'est pour des composants critiques sur des chaînes de valeur qu'on a étudiées en détail, dire, eh bien, il faut qu'on maîtrise cette ressource-là. Et ça je ne l'ai pas dit, mais ça a donné lieu à l'élaboration de 10 plans stratégiques au niveau européen qu'on appelle des PIEC. J'en ai mentionné 2, le plan composants électroniques et le plan mobilité électrique. Et une fois qu'on a défini ces 2 secteurs-là, l'initiative européenne, c'est de dire que 1001 initiatives d'entreprises se manifestent, que des développements d'innovation aient lieu, que des coopérations se tissent. Nous, États et Europe, nous sommes prêts à faire un chèque pour faciliter des transferts de technologies et la constitution d'usines sur notre sol, chèque dont se sont emparées des entreprises aussi étatiques que Intel, TSMC, je plaisante là, que Intel, TSMC ou Samsung, qui sont des entreprises, tout ce qu'il y a de plus capitaliste, qui ont dit « Ah bah écoutez, si les Européens veulent avoir sur leur sol des productions et qu'ils ils font appel à nous, voilà ce dont nous avons besoin, nous. » Mais l'initiative de l'État, ça a été de dire « C'est important ». L'initiative de l'État, ça a été de dire « Je lève un certain nombre de contraintes ». L'initiative de l'État, ça a été de dire « Je fais un chèque ». Et après, aux collectivités territoriales, aux entreprises de s'emparer de ces politiques pour développer des activités. Franchement, si ça c'est un modèle d'étatisme marxiste, alors je n'y comprends rien. Je vous remercie de ces précisions qui n'arrivent pas à me convaincre, mais oui, très sincèrement, parce que vous faites encore référence, malgré tout, en dehors du dessein des États, de prioriser un certain nombre de choses à l'aide des collectivités locales et de l'État. Donc moi, je sais très bien, c'est ainsi que ça marche et c'est ainsi que le font les Chinois, c'est ainsi que le monde fonctionne aujourd'hui. Moi, j'en accepte l'augure. Mais sortons de ce débat, peut-être. Moi, j'aurais bien aimé vous entendre. Quelle est votre objection? Je ne comprends pas. Si les États-Unis le font, si les Chinois le font, si l'Europe décide de le faire, où est votre problème? Eh bien, c'est bien ce que j'ai entendu dire. Donc vous confirmez tout à fait que j'avais bien entendu dans ma première remarque, c'est-à-dire que toutes ces politiques économiques se font à base quand même d'intervention de l'État. Or, quand un État s'est décrédibilisé d'une telle manière dans les dernières années, j'ai du mal à le laisser reprendre la main sur la politique économique. Ou alors, elle abandonne complètement toute politique économique. Alors, effectivement, le thème de notre soirée, c'est de dire comment on sort d'une mondialisation qui a généré une désindustrialisation massive en Europe et en France, qui a généré des poussées populistes intolérables et un bouleversement de l'échiquier politique dans tous les pays développés. Et un durcissement de certains autres. Et un durcissement des oppositions. Comment fait-on pour essayer de réconcilier l'économie, l'industrie et la politique sans qu'il y ait d'intervention directe de l'État, c'est-à-dire en demandant à l'État d'être un facilitateur, en demandant à l'État d'accompagner les mouvements d'entreprises et de collectivités locales, alors bien entendu en utilisant des ressources publiques, oui. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Sur le fond, peu importe, moi j'ai bien entendu ce que vous disiez, j'apprécie tout à fait la manière dont vous présentez ce système qui est mondial. Et pour sortir un peu de ce débat, j'aurais bien aimé, tout à l'heure lorsqu'on discutait, peut-être que vous abordiez le sujet de ce qui est vraiment un changement profond de paradigme. Hein. C'est tous ces phénomènes qui dépassent justement la mondialisation telle qu'on l'a connue dans les quelques dernières décennies, hein, et qui concernent ces nouvelles technologies, et notamment cette histoire d'intelligence artificielle dont j'aimerais que le philosophe s'empare quelques instants. Oh, il y a tant de choses à dire là-dessus. Moi, ce qui me frappe avec... alors, il faut distinguer le sujet des nouvelles technologies et de l'IA en particulier. Mais moi, ce qui me frappe avec l'IA, c'est que nous rejouons le même... Enfin, c'est deux choses, je dis très rapidement.
comment dire, c'est que nous avons constamment, nous vivons depuis que l'IA fonctionne, en fait, depuis qu'elle, ça fait 10 ans à peu près, depuis que l'IA commence à occuper tous les champs de compétences, nous vivons de nouveau la crainte que nos machines nous échappent et que nous allons produire une IA consciente. Une IA, de l'IA générative, on va passer à l'IA consciente. C'est-à-dire que nous vivons de nouveau cette crainte-là. Alors, je dis de nouveau parce que c'est une crainte qui remonte à Pygmalion. La statue de Pygmalion, à laquelle les dieux choisissent de donner vie parce qu'il était trop amoureux d'elle et que tant d'amour méritait récompense, la statue de Pygmalion est devenue ensuite le golem, qui est raconté dans le Sefer Yetzira, où là, c'est une créature d'argile créée et qui ensuite échappe au contrôle de ses créateurs. On le retrouve dans Frankenstein, on le retrouve avec Terminator, on le retrouve avec... Bref, quantité de mythes, c'est une mythologie qui existe depuis toujours, c'est une crainte antédiluvienne, la crainte que nos créations deviennent des créatures. Et on a la même chose avec l'IA. Maintenant, on va produire une IA consciente d'elle-même, etc. En l'an 3023, l'IA ne sera pas consciente d'elle-même. Donc, on cherche au mauvais endroit. La conscience ne se produit pas en additionnant. On ne fabrique pas davantage une conscience qu'on ne fait de la vie avec du bois ou du feu avec de l'eau. Mais on a envie de se faire peur avec ça, tout simplement parce qu'on se sent dépossédé. En gros, on a du mal à penser que les écrans prennent le contrôle de nos vies sans que les écrans soient eux-mêmes nantis d'une mauvaise intention. On ne peut pas considérer qu'on a perdu le match contre un objet qui n'a pas d'intention. On a besoin de prêter des intentions sournoises et une conscience de lui-même à l'objet qui est en train de l'emporter sur nos vies. On passe notre vie devant un écran et l'écran pourtant, comme disait un copain américain, il regardait son iPhone et il me disait « You know, the problem is it doesn't love you back ». Eh ben ouais, eh ben voilà, c'est tout le problème. Ce que je veux dire donc, c'est que moi, ce qui m'intéresse avec cette question d'IA, c'est de quelle manière nous rejouons ou nous revisitons le mythe perpétuel d'un humain qui produirait une créature. C'est tout simple. Non, c'est qu'on se prend pour Dieu. On se prend pour Dieu. Quelle est la seule instance à avoir fabriqué des créatures qui lui ont tourné le dos ? On se prend pour Dieu. Il y a plus d'orgueil que d'humilité dans le sentiment que nos outils, et en particulier l'IA, nous échappent. La deuxième remarque que je voulais faire sur l'IA, c'est que l'IA peut passer le barreau aujourd'hui, l'IA peut rédiger, vous fournir une recette de cuisine à partir du contenu de votre frigo, l'IA peut détailler l'intérieur d'une centrale nucléaire en 30 secondes, l'IA peut battre Kasparov aux échecs depuis 30 ans. L'IA est vraiment a investi tous les champs de compétences, tous les domaines de compétences. Il y a juste en philo... Non, ça ne tient pas la route. Pour une raison toute simple, hein, c'est que la philo ne fait pas de progrès. On n'a pas fait de progrès en philo depuis Platon. Et ça va trop vite pour l'IA. Elle n'arrive pas à suivre. Mais est-ce qu'on a peur de l'IA en tant que telle ou des apprentis sorciers, enfin, ou des manipulateurs de l'IA, c'est-à-dire la crainte, c'est la vieille crainte des GAFAM, c'est la vieille crainte des grandes industries technologiques. C'est deux choses. C'est deux choses parce que oui, mais ça nourrit la même peur. Alors que les algorithmes s'emparent de nos vies et nous enferment dans nos désirs, que nous soyons phagocytés par nos algorithmes, c'est une certitude. Mais en même temps, aucun de nous n'accepterait d'être défini par ce qu'il consomme. Vous n'êtes pas simplement ce que vous consommez. Vous ne vous définissez pas par ce que vous consommez. On est quand même plus que ça, nom de Dieu. Donc on n'est pas que ça. C'est pas possible. Comment peut-on penser que les algorithmes nous dépouillent de ce qu'on a de plus intime alors que dans le même temps, on refuse de se définir par ce qu'on consomme? Non, il y a quelque chose en nous, il y a un je ne sais quoi, sur quoi les machines n'ont pas de prise. Je veux dire que l'humanité est un casse-tête pour la machine. Une autre question. Allez-y. Voilà. Alain Bisoir, alors moi je vais revenir sur Terre, hein. Je suis agriculteur, producteur d'énergie renouvelable. On n'a pas quitté le sol, on n'a pas quitté le plancher des vaches. Et là je suis bien content d'avoir un économiste et puis un philosophe et un journaliste, parce que Alain Aspect, le dernier prix Nobel de physique, nous a dit qu'on pourrait résoudre les problèmes climatiques par la science. Et il insistait sur le fait de faire de la science, surtout à l'école. Alors, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on gère beaucoup de choses par l'idéologie. Et souvent l'idéologie d'une minorité.
Alors, agriculteur, évidemment, je me retrouve confronté à énormément d'idéologues, on va dire, ou de groupes idéologiques. Et à cause de ça, je crains qu'on risque de dépendre pour notre alimentation, comme on dépend pour de notre technologie des pays étrangers. Alors, contrairement au paracétamol, le paracétamol, on peut avoir mal à la tête. Mais pour avoir mal à la tête, il faut déjà avoir mangé. Parce que si on ne mange pas, on n'aura jamais mal à la tête. Donc, un autre exemple, une chercheuse française a trouvé un ciseau ADN pour faire de l'évolution, enfin pour faire de l'amélioration génétique. Elle a dû s'expatrier aux États-Unis parce que par idéologie, en Europe, on ne veut pas l'utiliser. Donc ma question, c'est est-ce que l'économie aujourd'hui n'est pas soumise à l'idéologie plus qu'au pragmatique? Idéologie souvent détenue par une minorité. Et est-ce que le monde de l'entreprise n'est pas soumis à cette idéologie et donc privé de la réalité? Écoutez, je vais vous faire une réponse pratico-pratique dans votre domaine de compétences. Vous le savez, pour des raisons écologiques, la Commission européenne, dans le cadre du plan de verdissement de l'économie, avait décidé de mettre en jachère une partie des terres et de ralentir l'exploitation intensive des terres agricoles. Or, il se trouve que le degré de dépendance de l'Europe et même de la France en matière d'importation de produits agricoles n'a cessé de croître au cours des dernières années. Et donc, on s'est trouvé directement confronté à ce problème au moment même où les autorités européennes et nationales ont commencé à parler de souveraineté alimentaire. Comment parler de souveraineté alimentaire si ce qui guide fondamentalement la politique agricole, c'est la mise en jachère grandissante d'une partie des terres au nom du verdissement de l'économie? Eh bien, réponse pratico-pratique, la Commission européenne vient de décider qu'on remette en exploitation une partie des terres qu'on avait voulu geler à cause de cet impératif de la souveraineté alimentaire. Bon, je pourrais donner d'autres exemples qui me déplaisent énormément, mais je vais vous les donner quand même. On avait décidé un passage accéléré aux véhicules électriques. Et puis les Allemands ont dit, attendez, vous charriez, nos Porsche électriques, c'est pas top. On voudrait que les Porsche puissent continuer à rouler à l'essence. Et donc ils ont lancé l'idée de e-fuel. Quand ils ont lancé cette idée, tout le monde a éclaté de rire. Et puis la Commission européenne a dit, ah bah finalement, l'intérêt supérieur de l'industrie automobile européenne, c'est de réserver une partie au e-fuel. Et on a adopté le principe de l'e-fuel. Donc si vous voulez, les idéologues, il y en a bien entendu. Les démagogues, il y en a bien entendu. Des gens qui veulent faire notre bien malgré nous, il y en a bien entendu. Mais je suis très frappé de la souplesse et de la capacité de réaction et du pragmatisme des acteurs décisionnels. Il y a un certain nombre de décisions qui ont été prises, comme le zéro artificialisation, comme le passage accéléré aux véhicules électriques, comme les zones à faible émission, etc. Et puis on remarque qu'après, alors on décide d'abord et on corrige après. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on corrige, qu'on adapte et qu'on ajuste. Voilà. Ça me rappelle une autre question que vient la réponse d'Eli Cohen. Je pense qu'il a raison, totalement raison. J'avais l'habitude de dire très souvent que la crise rend intelligent. C'est vrai, le nombre de crises, notamment à Bruxelles, que j'ai pu suivre pour la télévision et qui duraient des nuits entières. Je me souviens d'ailleurs de Chirac, qui est ministre de l'Agriculture, puis ensuite Premier ministre et puis président. Il disait toujours il faut qu'un débat en Europe, notamment sur toutes ces questions agricoles, dure très très longtemps, comme ça ils auront l'impression qu'on travaille sérieusement et qu'on sera arrivé à une solution qui sera opérationnelle. En réalité, la solution sur laquelle on tombait, c'était celle dont tu parles, c'est-à-dire c'est la solution la plus pragmatique qui soit, parce qu'il faut qu'il y ait des intérêts. Mais il y a quand même derrière tout ça la question on repose l'État, c'est qu'il faut quand même quelquefois prendre des décisions qui vont à l'encontre des intérêts immédiats, des décisions qui vont à l'encontre d'un certain nombre d'intérêts immédiats qui sont défendus par des lobbies ou par des syndicats ou relayés par la presse. Donc il faut qu'il y ait du courage politique pour aller au-delà du mécontentement
Parce que, alors, le problème climatique fait partie de ces dossiers, à mon sens. Je me trompe peut-être, hein, mais je crois qu'il fait partie de ces dossiers. Il a fallu du courage politique pour enfermer les populations pendant le confinement, parce qu'on n'avait pas d'autre solution pour empêcher la circulation du Covid. Donc, est-ce que les États aujourd'hui, notamment dans les grandes démocraties, ont assez d'autorité, et c'est là je parle des démocraties, hein, ont assez d'autorité pour imposer des décisions impopulaires dont l'effet sur le long terme paraît aux scientifiques et à ceux qui ont étudié un peu la question indispensable. Je voudrais donner juste un complément de réponse. Sur l'exemple des Pays-Bas, je voudrais poursuivre. Donc, la brutalité de la décision qui avait été annoncée par Bruxelles de mise en jachère d'une partie des terres a conduit à la formation d'un parti paysan aux Pays-Bas qui s'appelle le BBB, qui en une élection est devenu le deuxième parti des Pays-Bas. Et donc, toute la scène politique hollandaise est transformée par l'irruption de ce parti, et donc il va y avoir nécessairement des adaptations et politiques, et techniques, et économiques, parce que tout simplement, nous continuons et nous restons à être des États démocratiques. Mais est-ce que la décision issue de la démocratie a forcément raison? Mais prenons par exemple le cas de pendant la pandémie. Il était économiquement suicidaire, extraordinairement coûteux de pratiquer le quoi qu'il en coûte. C'était économiquement hors de prix. Mais il était évident que le contraire n'était pas envisageable. Toute autre attitude n'eût pas été à la hauteur de l'événement lui-même. Et c'est même plus important que ça. Quelle est la fonction d'un chef d'État? Quel est le rôle d'un chef d'État? C'est pas simplement de veiller à la prospérité de son pays, c'est également d'apprendre quelque chose aux gens qui nous ont élus. Or, quelle était la pédagogie là? Elle était de dire que le sens même de la politique, c'était de veiller aux éléments les moins productifs d'une société, c'est-à-dire les vieillards. Et que c'était pour eux qu'il fallait rester chez soi. C'était qu'il fallait veiller à ceux qui ne produisent rien, ceux qui, ou si peu, que c'était et il y avait là dans cette décision quelque chose de économiquement contre-intuitif, moralement absolument incontestable. Enfin, Raphaël, ça allait même beaucoup plus loin et la pédagogie n'a pas été faite. C'était un petit bout du truc. L'objectif, c'était évidemment de protéger les personnes en difficulté, mais c'était de protéger les actifs de production. On a protégé tous les actifs de production. Bien sûr. Les entreprises. Bien sûr. Non, mais les contrats de travail, on les a protégés. D'où d'ailleurs l'explosion de croissance qu'il y a eu après. Et on est peut-être un des pays qui a fait le plus dans ce domaine. Ça, oui, c'est sûr, mais ce que je veux dire, c'est que parmi les gens qu'on a protégés, il y a des gens qu'on n'avait pas concrètement intérêt à protéger et qu'on a protégés quand même. Et c'est là que la politique et l'économie se disjoignent. Oui, absolument, absolument. Que peut faire une région? Est-ce que l'État est la bonne institution pour gérer ce type-là, ou est-ce qu'il faut descendre plus finement dans le tissu de la population pour prendre ce genre de décision? Comme je l'ai mentionné encore une fois dans mon propos liminaire, les stratégies d'attractivité, c'est bien ça. C'est-à-dire une fois que l'État européen ou l'État national a réglé les problèmes des conditions générales de concurrence, qu'il a établi le cadre législatif, légal, etc. Après, ce sont les initiatives qui se manifestent. Et par exemple, dans ces exemples que j'ai donnés sur les usines de composants électroniques, bien, au départ, il devait y avoir une grande usine pour les composants automobiles, et cette grande usine a finalement été décidée entre l'Allemagne et Intel. Mais des collectivités locales polonaises sont allées voir Intel en leur disant « Mais vous savez, pour ce morceau de fabrication que vous allez faire en Allemagne, nous, on vous offre la possibilité en Pologne, en vous donnant les terrains, les gens compétents, qualifiés, etc., de le fabriquer bien moins cher si vous venez chez nous. » Et donc Intel a reconsidéré son projet, et donc un projet qui était une méga-usine en Allemagne devient un projet où il y aura une usine en Allemagne, un morceau d'usine en Pologne et peut-être un morceau d'usine en Italie. Donc les stratégies d'attractivité, ça a cette possibilité de permettre aux collectivités territoriales de venir dire « mais venez chez nous, vous allez avoir tel ou tel avantage ». Et parmi les avantages, l'un des avantages qui est les plus importants aujourd'hui,
c'est l'assurance qu'on va trouver du personnel qualifié, formé et prêt à travailler. Parce que les pénuries de main-d'œuvre, et notamment les pénuries de main-d'œuvre qualifiée, sont en train de devenir un problème européen général. Aux États-Unis, aujourd'hui, il y a une grande usine de composants qui est en train de sortir d'Arizona et on découvre qu'on n'a pas de personnel pour la faire tourner. Et donc, l'entreprise chinoise qui fait cette usine va fournir du personnel de Chine en Arizona pour faire marcher cette usine. Donc, c'est là où le rôle des collectivités locales devient tout à fait central, en fournissant les terrains, en fournissant la formation et les aménités collectives, comme je disais tout à l'heure. Vous ne m'en voudrez pas, mais tu ouvres un nouveau débat, mais on ne va pas l'ouvrir, c'est celui des flux migratoires, parce que derrière tout ça, il y a évidemment les flux migratoires et les problèmes d'immigration. La seule question que je voudrais vous poser pour terminer, parce qu'il faut qu'on termine, parce que l'heure tourne et que c'est passionnant, c'est que dans l'histoire... les élèves se dissipent un peu dans la salle. Dans l'histoire économique, on a tous fait un peu d'histoire, on est tous un peu passionnés d'histoire. Les crises et les guerres ont été des moyens pour solutionner des situations qui ne paraissaient pas impossibles. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, nous avons atteint dans le monde un point tel que seule une crise économique mondiale ou une guerre serait nécessaire ou sera inéluctable? Ou est-ce qu'au dernier... non, je veux dire, la dynamique actuelle, c'est déjà une dynamique d'affrontement, c'est déjà une dynamique de clan et de camp, et je suis très frappé de constater comment, par exemple, les Chinois ont décidé qu'il fallait qu'ils soient présents et qu'ils maîtrisent toutes les étapes de la conception, de la production et de la diffusion de composants électroniques, même au niveau du nano, et comment, symétriquement, aux États-Unis, on a décidé de moins dépendre des produits banalisés qu'on importait. Ce qui me frappe, c'est que cette organisation en camp est en train de s'organiser, et le grand enjeu, c'est est-ce qu'on va retrouver un jour les logiques du multilatéralisme, de l'échange ouvert, etc. Je crains qu'on aille vers une logique de bloc. Raphaël, est-ce qu'on est en risque? Moi, je pense que les guerres sont une chance, paradoxalement. Le plus grand danger pour une démocratie, c'est l'absence d'adversité. Le plus grand danger pour la liberté, c'est de n'avoir aucun adversaire face à elle. Une liberté sans adversaire est une liberté qui est aussi idéale à elle-même et qui finit par se tirer des balles dans le pied, si vous voulez. C'est la façon dont, en démocratie, les libertés meurent avec le sentiment de guérir, ou alors parce qu'on arrête de s'en servir, parce qu'on ne veut pas d'ennui. Bref, la liberté sans adversité est une liberté en grand danger. C'est beaucoup plus difficile de maintenir une liberté qu'on a acquise que de conquérir la liberté. Et donc nous étions confrontés à ce problème-là depuis la chute du mur. C'est l'absence d'adversité. Or l'adversité ressuscite, c'est la Russie, c'est l'islamisme, c'est la Chine, c'est la façon dont la Chine essaie de saper nos démocraties. Ce sont des adversités objectives, dont la vertu... Alors, conceptuellement, c'est la misère parce que c'est tout ce qu'on voudrait éviter en philosophie, mais pratiquement, c'est infiniment souhaitable à l'échelle des sociétés, c'est que ça remanichéise le débat. Ça remanichéise le débat. Nous avons des adversaires objectifs. Plus le temps passe, plus les nouveaux adversaires apparaissent, de véritables adversaires, de véritables ennemis, qui sont de nature à souder les volontés et à rendre à la liberté ce qui la sauve, c'est-à-dire le désir d'être libre. Comment avoir le désir de liberté quand la liberté n'a pas d'adversaire? Pardonnez-moi, mais est-ce que vous iriez jusqu'à dire, est-ce que tu irais jusqu'à dire que la faiblesse aujourd'hui de nos démocraties, nos vieilles démocraties occidentales, comme on a l'habitude de dire, cette faiblesse-là est imputable au fait qu'il n'y a plus d'opposition et que tout le monde... Oui, bien sûr. Bien sûr, directement, la faiblesse des démocraties est imputable à leur triomphe. Oui, absolument. Elles se sont endormies sur leur laurier. Quand le mur est tombé, le plus grand danger pour les démocraties, c'était précisément l'absence de danger, l'absence d'adversité. On commence à jouer avec la liberté et ça a donné les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, qui sont un ferment de liberté en dictature, sont un ferment de tyrannie et de tyrannie de la majorité en démocratie. C'est la façon dont la liberté se retourne contre elle-même. Ce serait trop long d'entrer dans les détails, c'est fini. Mais c'est dommage parce que c'est un bon sujet. On peut peut-être revenir l'année prochaine. Monsieur le Président, je vous laisse finir. Merci en tous les cas. Merci. Bien. Vous imaginez qu'une conclusion après ce festival n'est pas évidente. Je vais utiliser l'expression de notre ami Alain Bizoard, non pas pour redescendre sur Terre, parce que je trouve qu'on ne l'a pas vraiment quitté, même si on est
on a vraiment été dans des sphères qu'on voit rarement sur notre territoire. Et je pense qu'on a tous apprécié, et un grand merci à vous tous pour les éclairages que vous nous avez apportés. Alors je vous rassure, je ne vais pas être trop long, parce que je sais que certains sont des adeptes du ballon ovale. D'ailleurs, sur l'écran, vous l'aurez tout à l'heure pour ceux qui veulent. Il y a un match, France-Namibie. Ah bah oui, hein, on a choisi la bonne date. Mais juste peut-être, non pas pour redescendre sur terre, mais recentrer un tout petit peu sur notre Valois, qui est cher à notre cœur, comme vous le savez. Et vous dire que aujourd'hui, tous les sujets qui se rapportent à l'industrie, qui se rapportent à l'économie au sens large, évidemment, c'est un axe extrêmement fort de notre projet de territoire. C'est l'un des axes majeurs. L'attractivité de notre territoire, vous en avez parlé, c'est important, l'attractivité d'un territoire. La montée en gamme, c'est aussi quelque chose d'important. On veut retrouver une valeur ajoutée renouvelée sur ce territoire, aussi bien pour les entreprises existantes que pour celles que nous voulons accueillir. Et puis surtout, on veut donner aussi, au travers d'un programme auquel on appartient, qui est Territoire d'industrie, cette chance à notre territoire, qui est l'un des rares territoires des Hauts-de-France, au sud, à avoir encore autant de fonciers disponibles. Vous avez évoqué tout à l'heure la ZAN, M. Cohen, je crois, qui pour moi est une hérésie, ou en tout cas totalement antinomique par rapport à la volonté de réindustrialisation. D'un côté, on vous dit vous ne consommez plus rien, mais de l'autre côté, ramenez plein d'entreprises. On va m'expliquer le concept, mais je suis peut-être un peu simpliste dans mon propos. Mais cela étant, c'est ce territoire d'industrie auquel nous appartenons, on est 7 intercos, et je salue mes collègues des intercos voisines qui sont là, ça répond aussi à ce que vous avez dit, M. Cohen, c'est-à-dire travaillons ensemble, faisons ensemble ce qu'on ne peut pas faire tout seul, ou en tout cas faisons mieux ensemble ce qu'on ne peut pas faire tout seul. Et grâce à ça, je pense qu'on peut, sur ce territoire du sud de l'Oise, vraiment avoir une attractivité très importante. On est sur une frange francilienne. L'idée, ce n'est pas de se faire manger par la région parisienne, c'est de garder notre identité, de garder ce qui fait notre spécificité. On a un Valois qui est absolument fabuleux. Et aussi de ramener un petit peu de rêve dans tout ça. De s'adresser aussi à l'homme, que l'économie, elle n'est pas faite qu'avec des machines. Hein. On a parlé de l'intelligence artificielle, mais c'est surtout des hommes. Ce sont des hommes, des femmes, des chefs d'entreprise, des industriels, des employés, des ouvriers, des habitants de nos territoires. Et on a besoin de leur donner quelque part aussi une vision, un cap, comme aurait dit notre ami Bergerac. Donc, ce projet, c'est notre projet de territoire sur le Valois. Et ce projet de territoire, avec un projet absolument unique en Europe, qui est ce projet de parc et parcours de sculpture monumentale dont on parle dans toutes nos interventions, qui est un projet éminemment transversal, qui touche à l'économie, qui touche à la vie des gens, qui touche à l'aménagement du territoire, qui touche au tourisme, qui touche à la culture. Et donc on a une sorte de cercle vertueux où tous les acteurs du territoire sont finalement mis en jeu pour, quelque part, eh bien, faire grandir nos habitants, faire grandir ce territoire. J'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit, M. Enthoven, sur la liberté sans adversité. Moi, je crois beaucoup au fait de la confrontation des idées, de la discussion. Et c'est là-dessus que je terminerai. Je pense que nous, je vais nous qualifier de politique, mais au bon sens du terme. On ne fait pas de politique à notre niveau. On est là pour essayer de donner, de bâtir, de construire quelque chose au travers des discussions que nous avons, notamment en conseil communautaire. Mais ce qui me semble important, c'est qu'on avance qu'en confrontant les idées. Il n'y en a pas un qui a raison ou l'autre qui a tort. Voilà, on construit ensemble. Et moi, je crois beaucoup dans ces discussions, dans l'humain, dans le fait de ramener un peu l'homme au milieu de tout ça. Hein, parce que c'est bien beau de parler de tous les systèmes, mais quelque part, faisons confiance à l'homme. Je crois que c'est Pompidou qui disait « arrêtez d'emmerder les Français ». Ben, redonnez-nous un peu de pouvoir, redonnez-nous un peu de liberté locale, redonnez à nos chefs d'entreprise un peu d'oxygène, arrêtez de les normer en permanence, arrêtez de vouloir systématiquement tout régenter, tout mettre dans des blocs. Et je pense que notre pays, comme notre beau Valois, ne s'en porteront que mieux. Voilà, merci de votre attention. Je vous invite, en vous remerciant encore, messieurs, à partager le verre de l'amitié et le buffet qui se trouve derrière. Et on vous donne rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle édition des Rencontres économiques du Valois. Bonne soirée. Merci beaucoup.